L'exercice politique en France se réduit souvent à un affrontement entre deux camps, la droite et la gauche. Qu'est-ce qui les définit et qui les distingue? À l'instar des œuvres aujourd'hui devenues classiques de Max Weber ou de Tocqueville traitant de la démocratie en Amérique, le livre de René Raymond sur les droites en France s'inscrit parmi les ouvrages absolument incontournables que tout étudiant de Sciences Po doit avoir étudié. Combien de droites en France? Une, deux, plus? Oui, trois. La légitimiste, l'orléaniste et la bonapartiste, auxquelles d'ailleurs viennent s'ajouter désormais des droites nationalistes xénophobes soutenues par un populisme qui s'engouffre dans la fracture béante récemment ouverte entre la classe politique et le peuple. Droite et gauche ne sont pas des données immédiates de l'observation, des objets d'une science épurée de subjectivité. Pourtant, on n'hésite pas longtemps avant de désigner tel ou tel de droite ou de gauche. Mais au nom de quoi? Selon quels critères? Les étiquettes ne se superposent au contenu que de façon tout à fait superficielle, et le discours, pour péremptoire qu'il soit, bien souvent, demande toujours à être décodé. Droite et gauche sont moins des concepts que des produits de l'histoire. D'abord, la division droite-gauche est née, vous le savez, d'une répartition qu'avaient choisie les députés de l'Assemblée nationale, oui, précisément un 11 septembre, le 11 septembre 1789, selon des positions opposées vis-à-vis d'un projet de loi. Ils s'étaient répartis vis-à-vis du président. Cette division ne s'enracine donc pas dans des réalités sociologiques. Quel concept définit et singularise chacune de ces deux notions? C'est ce que vous demandez. Serait-ce le concept de liberté, qui constituerait la ligne de démarcation entre la gauche, qui l'exalte à la suite d'Emmanuel Kant comme un absolu, l'absolu de la liberté dont parlait Kant, et puis la droite, plus attachée à l'autorité, au mérite et au maintien de la tradition? Eh bien, c'est au nom de la liberté, contre l'absolutisme de l'autorité, que se sont déployées les révolutions du XIXe siècle, marquées précisément par le passage à la modernité, les révolutions de 1848, en même temps que la naissance du socialisme. On a à ce moment-là développé l'esprit critique, l'autonomie, la rationalité, la maîtrise de toute chose, et on a pris des distances par rapport à tout pouvoir, par rapport à toute norme, faisant appel à une transcendance. Et l'homme, à ce moment-là, l'homme moderne, qu'on appelait ainsi, a pris peu à peu de la distance par rapport aux justifications religieuses concernant la morale, les choix de conscience et l'usage de la liberté personnelle. Mais l'avènement des régimes totalitaires communistes a amené la droite à se réclamer à son tour de la liberté contre les pouvoirs de ces régimes, condamnant le dirigisme de la gauche favorable à l'intervention de l'État, non seulement dans la gestion de l'économie, mais aussi dans des domaines qui ne se révèlent pas ou qui ne relèvent pas nécessairement de sa responsabilité. De la même façon, de la fin du XIXe siècle, début du XXe, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on a identifié la droite au nationalisme par opposition à l'internationalisme de gauche. Le sentiment national hérite de la Révolution et est associé au jacobinisme. Mais qui, par la suite, a cultivé le patriotisme le plus cocardier, sinon le Parti communiste, luttant à la fois contre le pan-germanisme, l'entrée dans le marché commun et la suprématie des États-Unis. Alors si, au XIXe siècle, les conservateurs, les réactionnaires cultivent l'attachement aux traditions régionales, n'est-ce pas la gauche qui, aujourd'hui, fait le procès de la centralisation et qui approuve le régionalisme? Encore un thème qui est passé comme d'une rive à l'autre, n'est-ce pas? Alors on comprend que les représentants des partis seraient bien embarrassés pour énoncer
leurs valeurs fondamentales dont on nous rebâche les oreilles, valeurs auxquelles ils ne cessent de nous renvoyer. Mais toutes références notionnelles sont effacées par l'expérience historique. On observe un véritable chassé-croisé des justifications des actions de la droite et de la gauche au cours de l'histoire. Et n'est-ce pas, en fin de compte, un faux problème que de leur chercher une définition? On comprend que certains répugnent à être étiquetés, à être emprisonnés dans un tiroir qui convient plus, qui sied plus à celui qui l'attribue qu'à son locataire. Il faut avouer au passage que les adjectifs d'orléaniste ou de bonapartiste semblent bien anachroniques pour oser les porter. Reste que la manière d'être dans le présent, qui s'éloigne des idéologies et des croyances qu'étouffe la sécularisation, la manière de se positionner en face des événements de plus ou moins grande étendue, locaux ou nationaux, la manière de sentir les choses et de les penser, cherche encore à se consolider d'une appartenance politique qui n'est plus désormais que le reliquat du temps des certitudes.